Bonjour. Merci d'être là pour ce REX d'un atelier que j'ai créé et mené en début d'année dans mon entreprise, Designer en 2030, un atelier pour prendre en main son évolution professionnelle, si je dois le préciser. Je vous laisse gérer votre côté perso. Je m'appelle Marie-Valentine, donc je suis actuellement Design Ops chez Miracle. S'il y a encore des personnes qui ne savent pas ce que c'est un Design Ops, il n'y en a pas dans toutes les équipes forcément. Moi, mon rôle, c'est d'aider, d'accompagner une équipe de design qui travaille dans des contextes variés, que ce soit dans les aider dans le quotidien, avec les outils, les méthodes, les process, mais aussi les aider à évoluer et à grandir dans leur profession. Ça fait une petite dizaine d'années que je travaille dans le design numérique et déjà à mon échelle, j'ai vu beaucoup d'évolutions, que ce soit dans les noms de professions, dans les outils, dans les méthodes. Et en termes de changement, je ne sais pas si vous avez remarqué récemment sur les réseaux sociaux quelques messages qui annoncent la fin du design remplacé par l'IA. Le fameux grand remplacement. Bon, du coup, c'est bon, on arrête de travailler, on va manger? Bon, ok. On ne peut pas nier, les technologies de l'IA sont là, il y en a plein, ça va très vite. À chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce, il y a plein de promesses, et puis finalement, on revient en arrière, on avance, voilà. Ça va très vite, on ne sait pas trop où on va. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est pas tant de faire un aïeul de toutes les technologies qui existent, parce que justement, ça va très vite. Moi, la question que je me pose en tant que design ops, et justement en tant que personne qui accompagne une équipe à évoluer, c'est qu'est-ce qu'on fait, vers où on va. Je vais pas accompagner les équipes à savoir comment prendre en main l'IA, mais plutôt les aider à se poser des questions plutôt personnelles, peut-être intrinsèques, sur finalement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit, quelle est notre valeur, et qu'est-ce que c'est être designer à l'ère de l'IA. Pour ça, du coup, j'ai mis en place un atelier et je vous propose un REX de cet atelier. Je vais vous partager et le contenu et aussi le contenu concret, enfin les cartes que j'ai pu mettre en place, que vous pouvez vous réadapter et refaire ça dans vos équipes. Oups, je n'ai pas mis mon côté. Moi, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, mon objectif, c'est de sortir de la vision anxiogène de l'IA qui va nous remplacer et qui va faire qu'on n'a plus de travail. C'est de transformer la contrainte technologique ici en opportunité, faire en sorte que mes designers et du coup tous les designers puissent trouver une nouvelle voie stratégique et revoir leur position. Donc ça, c'est l'atelier que j'ai mis en place avec beaucoup d'efforts design, comme vous pouvez le voir. Le designer en 2030, donc c'est une journée d'atelier, de réflexion et d'exercice sur le thème de retour vers le futur, parce qu'il y a effectivement beaucoup de voyages à travers le temps. L'objectif, c'est donc pas de savoir exactement ce que l'on va faire et quelles compétences précises on va développer, mais c'est de se poser la question de que voulons-nous devenir collectivement en tant que groupe de designers dans une équipe, dans une organisation, mais aussi que voulons-nous devenir en tant que designers individuellement. Quelles sont les compétences, quelle est la valeur ajoutée personne par personne, designer par designer, que nous voulons développer. Hop, donc retour sur l'atelier, je vais vous partager le contenu. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais du coup, l'atelier Designer en 2030, c'est une journée d'exercice qui alterne entre divergence et convergence. On a commencé la journée par des voyages dans le temps, donc le fameux retour vers le futur, pour revivre les évolutions du métier à travers les époques. Ensuite, on a eu un exercice un peu d'idéation, un challenge produit pour se projeter avec des nouvelles compétences. Et enfin, dans l'après-midi, on a eu des temps d'échange avec une table ronde, une convergence avec la rédaction d'un manifeste de groupe. Et enfin, pour rendre la chose un peu plus concrète par personne, de la rédaction d'une feuille de route personnelle.
Je vais vous partager le contenu de la journée, ça va être en version très accélérée évidemment, mais du coup je vais vous partager un QR code où vous pouvez retrouver le contenu un peu plus en détail. Donc là on va commencer avec le voyage dans le temps. J'ai mon script, encore une fois, ça va être très rapide. Moi, je ne vais pas trop aller dans le détail de ce que j'ai fait dans la journée, mais je crois qu'en plus, plus tard dans la journée, il y a Antoine qui va faire une conférence qui va aller un peu plus en détail dans le sujet. Donc, ce sera l'occasion de complémenter ce que je vais vous dire. Alors, bon, là, c'est un gif normalement, mais imaginez. On va faire un premier voyage dans le temps. Le premier, on est en 2005. Petit disclaimer, je ne dis pas que le design numérique n'existait pas avant 2005, mais pour la démonstration d'exercice, je n'avais pas forcément besoin de remonter trop longtemps dans l'époque, c'était quand même une journée d'exercice. Donc on commence en 2005, il y avait déjà des choses avant 2005, mais pour cette journée-là, pour cet exercice, on commence en 2005. En 2005, waouh. Être designer en 2005, c'était un peu être un geek un peu plus artiste que les autres. L'objectif du designer, c'était un peu de repousser les limites techniques de l'époque pour créer des visuels. Les bureaux sont plutôt sombres, il y a des gros écrans CRT, il y a beaucoup de CD-ROM, il y a des magazines qui traînent un peu partout pour avoir de l'inspiration. On bidouille un peu sur Photoshop, Dreamweaver, Flash. Le web est saturé de couleurs. Les contrastes, ils sont bien visibles. Et au final, les sites web, c'est de la création, c'est des maquettes coupées pixel par pixel et intégrées dans des tableaux HTML. Voilà. Donc j'ai vu qu'à la config, ils avaient aussi repris l'exemple de Space Jam, donc comme quoi ce site a pas mal marqué les esprits à l'époque. Ça vous rappelle des souvenirs ? Allez, on va à une autre époque, en 2016. En 2016, rien à voir. Les designers sont plus trop des geeks, ils sont sortis des caves un peu sombres, ils sont allés dans des studios bien épurés, blancs, avec des affiches qui sont un peu design. Tout le monde a des MacBooks, tout le monde utilise Sketch, c'est la référence. On parle désormais de thèmes, on dit UI, UX, on met des bouteilles de ketchup un peu partout. Tout le monde en a marre de ces bouteilles de ketchup. On donne aussi des noms aux méthodes, on parle de design sprint, design thinking, on parle de méthode agile. Tout ça, c'est de nouveaux mots. Et du coup, le design devient de plus en plus fonctionnel. Y a l'iPhone qui a tout changé. Il faut qu'on parle d'émotion, d'expérience utilisateur. Et voilà. À ce moment-là, on commence à avoir des designers qui commencent à rentrer dans l'étape de décision, mais c'est encore un peu la bataille. On va un petit peu moins loin qu'aujourd'hui, on va en 2024. En 2024, il y a une nouvelle accélération post-pandémie. Il y a eu un boom de la data, il y a le remote aussi qui a beaucoup façonné nos façons de travailler. On n'est plus forcément tous dans un bureau, mais on travaille tous les bouts de la Terre. On a un nouveau terme qui est apparu entre-temps, product designer, on ne l'utilisait pas tellement dans le numérique avant. Et Figma maintenant règne en maître. Sketch, on n'en entend plus parler. On commence à parler KPI, ROI, on se rapproche un peu plus du business. On a des influenceurs design aussi qui apparaissent. Et on commence à voir des designers soit plus techniques ou soit plus stratégiques, mais en tout cas plus seulement designers. Et là, on va imaginer un futur possible. Je ne dis pas que ça va être ça, mais c'est probable. En 2036, si on essaye de se projeter, les designers, ils sont un peu éclatés dans le monde. C'est plein d'individus qui travaillent de façon asynchrone, en remote. Ils ont des assistants personnels. Ils manipulent des IA. Et donc là, on a un petit assistant personnel qui s'appelle Gigi. C'est un chat qui nous accompagne au quotidien, s'il y a des fans d'animé dans la salle qui reconnaissent. Le travail est asynchrone et on paramètre des IA, on définit des règles de comportement, mais on touche plus trop aux pixels en tant que tel. Les designs, d'ailleurs, génèrent du code en direct. Donc, on a des designers qui savent aussi gérer un peu la technique.
Et on a d'autres designers qui sont directement au board avec les directeurs qui parlent justement business. Je ne sais pas du tout si ça va être ça. Peut-être, peut-être pas. Mais si on revient un peu aujourd'hui, on peut se rendre compte justement que les métiers ont toujours évolué et ils continueront d'évoluer. L'objectif de ce voyage dans le temps, dans cette journée d'exercice, c'était pour rationaliser le changement. Ça se passe de toute façon. C'est pas une fin en soi, c'est juste qu'ils continueront toujours d'évoluer. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas d'évoluer. Et donc avec cette perspective en tête, que on va évoluer, c'est de savoir comment exactement on va évoluer. Donc l'idée, c'est pas juste de sortir une idée du chapeau comme ça, c'est de se projeter. Donc pour se projeter, j'ai mis en place un challenge produit avec mon équipe. Donc il y avait 2 équipes. Ah oui, petite précision, ce challenge produit du coup se passe en 2030. Donc c'est dans 5 ans. Les équipes vont se projeter dans 5 ans et en 5 ans, elles vont créer une entreprise. On doit répondre à un challenge produit avec des règles précises. Le brief en soi, il n'est pas important. Il y a un brief et les 2 équipes vont devoir donner une solution qui est innovante, qui est fiable et qui est réalisable seulement avec les compétences des personnes dans l'équipe. Entre-temps, donc dans 5 ans, elles auront eu le temps de développer des nouvelles compétences, mais lesquelles? Et c'est là qu'interviennent les cartes boosters. Les cartes boosters, c'est donc 4 familles de compétences. La famille data, la famille stratégie, la famille tech, la famille société. Il y avait aussi une carte joker, tu bluffes Martoni, mais personne ne l'a utilisée. Les cartes sont disponibles dans le QR code. Un petit disclaimer d'ailleurs, j'ai fait ces cartes en début d'année. Mes compétences en IA et l'IA en elle-même ont beaucoup évolué depuis. Donc c'est perfectible aujourd'hui. Et donc en fait, pendant le brief, les équipes pouvaient choisir une carte par personne et elles pouvaient changer de carte en fonction de leur idée. L'idée, c'est d'être une équipe forte pour pouvoir convaincre le jury qui était interprété par le design director et la content ops pour pouvoir avoir une solution qui soit réalisable avec leurs seules compétences. Donc il y a eu des petites stratégies, si toi tu prends ça, moi je vais prendre ça, comme ça on est une équipe pluridisciplinaire et on peut convaincre plus facilement le jury qu'on peut faire notre solution. À la fin de cet exercice, du coup, les designers ont vu des compétences qui étaient les plus intéressantes à développer pour créer des projets. Donc des compétences qui seraient valorisées par des organisations, notamment la data. Et à la fin de cet exercice, du coup, elles étaient assez confiantes sur leur évolution dans ces 5 prochaines années. En choisissant 1 ou 2 compétences, elles voyaient à peu près vers où aller. À la fois des compétences qui étaient valorisées par les entreprises et à la fois des compétences qui les intéressaient aussi. Par exemple, il y a une personne qui était intéressée par des sujets de société. Elle s'est rendue compte que l'éco-conception, ça pouvait être intéressant pour justement proposer une solution qui ne soit pas trop lourde et trop énergivore. Après ce challenge produit et après avoir mangé, on est passé sur une table ronde, un format qui me semblait intéressant. Donc là, vous avez les verbatims des choses qui sont sorties pendant cette table ronde, parce que l'idée, c'était, on est 10 personnes dans l'équipe, et on a tous des points de vue différents sur l'IA. Et l'objectif de la table ronde, c'était un peu de décloisonner les points de vue, les craintes, et de se sentir un peu un groupe ensemble, et d'échanger, peut-être potentiellement de changer d'avis sur l'IA. Et l'idée aussi, c'était de faire entendre aux managers les craintes de l'équipe vis-à-vis de l'IA. Que on n'est pas bloqué contre l'IA, mais il y a des craintes qui sont légitimes. Et donc, pour lui, d'avoir des points d'accroche pour faire aider son équipe à évoluer vis-à-vis de ce sujet. Le fait de faire une table ronde, moi j'étais du coup la facilitatrice, je posais des questions parfois un peu volontairement touchy, mais c'est justement de lancer les débats, de se sentir dans un groupe et de se sentir un élan collectif. Après ces débats, l'idée c'est d'en faire quelque chose quand même, c'est pas simplement de juste discuter ensemble. Il y avait un gros travail de manifeste de groupe. L'idée c'est d'ancrer l'équipe vers une vision commune.
Donc c'est un exercice assez simple. Après ce débat, après l'exercice, après la visualisation des compétences qui pouvaient être intéressantes, on a fait un exercice de post-it, de vote assez classique pour voir les idées qui semblaient être communes au groupe et les points de vue et même aussi des points divergents sur lesquels on est d'accord de ne pas être d'accord finalement. Ensuite, j'ai proposé quand même une phrase à texte à trous pour rassembler les idées ensemble et on est sorti avec un manifeste commun qui est le suivant. En 2030, les designers chez Miracle garantissent une expérience utilisateur cohérente sur tous les supports, interface, API, fichiers, en alliant expertise stratégique du design et exploitation des données. Notre rôle sera d'influencer et ou de prendre des décisions en challengeant les enjeux business et en les transformant en solutions concrètes. Cela en s'appuyant sur l'IA pour accélérer la visualisation des données, les tests et la validation des concepts. Dans un monde où l'IA façonne les interactions, notre mission est essentielle pour préserver une vision centrée utilisateur et assurer une cohérence stratégique du design. Cette dernière phrase, elle me semble hyper importante parce qu'elle montre que justement, on est tous d'accord sur le fait que l'IA ne va pas nous remplacer, mais que nos compétences humaines restent hyper importantes et primordiales pour assurer une qualité design en 2030. Ok, on a fait cette feuille de route commune, on sait vers où on va, mais moi, perso, qu'est-ce que je fais? Ok, on va tous aller vers là, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je développe moi comme compétence? Avec les cartes booster qu'on a vues le matin, l'idée de cette dernière phase, c'était d'en sélectionner une ou deux. Tout le monde a sélectionné 2 compétences. Personne ne peut choisir qu'une seule compétence. Et de se faire un plan d'action précis, année par année, jusqu'en 2030. À cette occasion, j'ai rappelé les différents moyens de développer une compétence. Il n'y a pas que de faire des formations. On peut aussi aller en interne, voir d'autres équipes. Notamment, nous, on a la chance d'avoir une équipe data qui est bien fournie. Donc, on peut aller faire du mentorat, faire du shadowing, des choses comme ça. On peut trouver du mentor extérieur aussi. Et il y a plein de façons de développer une compétence. Par exemple, il y a une compétence qui était story speaker dans la catégorie stratégie, savoir parler de ses idées. Et ben, on peut postuler à Flupa et se lancer dans le grand bain. C'était pas une carte que j'avais choisie, mais bon. Du coup, mes messages clés de cet atelier face à l'évolution du métier sont assez globales. La première, c'est de rester agile. C'était un peu l'idée que je voulais transmettre à mon équipe. C'était que notre métier est dans un contexte agile, soyons-le nous aussi, mais aussi au management. Proposons un espace de travail qui soit agile concrètement. Laissons les designers explorer des outils, des méthodes, des façons de travailler. Laissons-les se tromper aussi, et notamment utiliser des outils qui semblent prometteurs mais qui ne le sont pas finalement. C'est en mettant en place ce contexte d'agilité réel qu'on va vraiment permettre aux personnes d'évoluer et justement potentiellement valoriser les tentatives, qu'elles soient concluantes ou pas. Soyons responsables parce que finalement l'IA c'est aussi des enjeux, des questions d'éthique, de responsabilité sociale, ça a un impact énorme. Donc nous designers, on voit l'IA qui arrive pour nous aider pour prendre des tâches que l'on voudrait déléguer. Mais restons responsables dans le sens où ne déléguons pas tout, déléguons vraiment des tâches qui ont la valeur à être déléguées, mais gardons en tête que ce que l'on va déléguer, ça a un impact autre part. C'est pas parce qu'on ne le fait plus que ça n'existe plus. Donc utilisons l'IA de façon responsable, de façon à ce que ça nous aide vraiment dans notre quotidien, et pas seulement pour juste déléguer pour déléguer. Et enfin, soyons moteurs. L'IA arrive. Qui c'est qui va décider ce que nos rôles vont devenir demain? Tant qu'on peut, décidons-le nous et prenons le volant, soyons moteurs. Être moteur, c'est tester, c'est aussi essayer d'embarquer d'autres, c'est proposer des REX, c'est proposer des solutions clés en main aussi pour que d'autres personnes puissent prendre la marche de l'IA facilement. Il faut absolument que nous, designers, si on ne veut pas voir notre rôle s'amoindrir, qu'on soit le moteur du changement et qu'on ne reste pas dans notre coin à refuser tout changement.
Donc voilà, designer en 2030, ça a commencé aujourd'hui, ça a déjà commencé, et je vous invite via des ateliers pour vos équipes ou via vous-même en fait de vous demander comment vous pouvez évoluer dans les 5 prochaines années. Je vous laisse avec les supports que vous pouvez vous approprier, vous pouvez les changer, vous pouvez les dupliquer. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème, c'est en libre service. Il y a à la fois les cartes dedans, il y a aussi des feuilles de notation pour comment évaluer un projet qui soit réalisable en 2030 et les manifestes et tout ça. Donc il y a tous les éléments dans le QR code. Voilà.